Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler de guerre, évidemment. On va vous parler de propagande de guerre. Israël bombarde toujours, Israël crée des famines, Israël tire sur des populations affamées qu'elle entend de toute façon déporter, le génocide se poursuit à Gaza. En plus, Israël a ouvert un nouveau front contre l'Iran avec l'appui des États-Unis, les ONG parlent déjà d'1 millier de morts. Il y a quelques semaines, pourtant, le vent semblait avoir tourné pour Israël. Ses partenaires européens commençaient à douter. Les Français avaient haussé le ton, tout comme les Anglais. Les Allemands eux-mêmes osaient émettre des critiques, c'est dire. Enfin, les accusations de génocide d'Israël envers les Palestiniens se multiplient, venant de l'ONU, d'ONG, de pays de plus en plus nombreux, et en France, depuis 2 jours, de la part de la gauche hors LFI, de la gauche non mélenchoniste. Le mot a été assumé lundi lors d'un rassemblement au Trocadéro des dirigeants PS, PC et des écologistes. Chez nous, dans les grands médias, ceux-là même qui avaient soutenu la guerre au Hamas, cette guerre juste, cette guerre nécessaire, ceux-là même commençaient également à se retourner, mine de rien. Impossible de soutenir Israël tel quel plus longtemps. On était arrivé au-delà de l'acceptable. Nous ne pouvons plus nous contenter du mot horreur. Il faut aujourd'hui nommer le génocide à Gaza. Cette tribune, parue en mai dans Libé, était signée par 300 écrivains. L'étau s'est desserré, pouvait-on lire 1 mois plus tard, toujours dans Libération, qui évoquait même un climat de censure autour de la cause palestinienne. Alors évidemment, parmi les résistants de la dernière heure, il y a quelques noms qui nous ont fait un peu tiquer. Et puis même Libé, tiens, on sait qu'au cœur de la rédaction, ça n'a pas toujours été facile pour les journalistes qui voulaient visibiliser le drame que vivaient les Palestiniens. Il y a 1 an, Arrêt sur Image nous racontait sur son site une réunion interne fort intéressante. On y apprenait que Dov Alfond, le rédacteur en chef de Libé, trouvait excessif l'intérêt de Check News pour la propagande israélienne. Dov Alfond, qui lui-même avait fait son service militaire dans les services secrets de l'armée israélienne. Et quant à la censure dénoncée aujourd'hui dans Libé, elle avait été dénoncée à Libé en 2024. En cause, un portrait de la représentante de l'autorité palestinienne à Paris, Hala Abou Assira, forte voix de la Palestine en France, titré le 24 décembre Libération sur son site web, et seulement sur son site web, alors qu'il était initialement destiné à être publié en DER, le portrait de la dernière page étant avec la une l'autre élément le plus symbolique du journal. Certains journalistes pensaient qu'il avait été publié dans les pages intérieures, mais ont découvert cette semaine qu'il avait été purement et simplement absent de l'édition papier. Bah dis donc. Mais on n'en était plus là il y a 1 mois. Macron promettait que la France allait reconnaître l'État palestinien et on commençait à évoquer une remise en cause de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. La propagande de Netanyahou était un peu moins relayée dans les médias français, un peu moins, quand même, et on commençait même à se demander si Israël allait pas devenir un État paria. Mais pour faire oublier à la communauté internationale le génocide et les crimes de guerre, pour remobiliser ses alliés devenus timorés, Israël a décidé de lancer une nouvelle guerre. Voilà, et ça a marché, la machine s'est remise en route. Après tout, l'Iran, c'est un petit peu des Arabes. Bah non, c'est des Perses. Oui, bah c'est des musulmans. Ah ça oui. Bah oui, donc ça marche. L'Iran finance le Hamas a organisé le 7 octobre. Mais oui. Et donc Israël est toujours dans une logique de se défendre et de combattre ses ennemis. Et d'ailleurs Israël ne combat pas l'Iran, parce que quand on dit l'Iran, c'est pas l'Iran, c'est la République islamique iranienne. C'est pas la population iranienne qui est en cause, ce sont les gardiens de la révolution. Et voilà, c'est simple la géopolitique finalement. Bombardez-moi tout ça et on n'en parle plus. Vous avez vu le bandeau? La France doit-elle soutenir Israël coûte que coûte? Regardez bien les bandeaux aujourd'hui, c'est du grand art. Allez, on continue. Israël n'est pas le gendarme du monde, d'accord. Israël se défend. Ils n'ont pas une délégation pour être le gendarme du monde. Et la France ferait la même chose si elle était attaquée. La France, Quand Israël attaque, Israël se défend, on connaît la musique. Mais oui, mais tant que ça marche. Oui. Ne m'accuse pas de reprendre la propagande. Ouais, Moi je suis journaliste, moi je toi tu dis es un ce qui est citoyen, aujourd'hui. tu as des opinions, moi je dis donne des faits. Moi je dis aujourd'hui. Les journalistes, ils ont pas d'opinion. Ils ont des faits, surtout Truchot. Alors quand il dit que Israël se défend quand Israël attaque, c'est comme ça, c'est un fait. Eh oui, parce que c'est un journaliste. Défendez qui vous voulez, c'est Non, votre je problème. défends C'est personne. votre problème avec votre conscience, parce que l'histoire parlera. Donc défendez qui vous voulez avec votre conscience, mais l'histoire vous regardera et des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers de morts D'accord. vous regarderont. D'accord. Faudra l'assumer un jour. Voilà, lui il en a rien à branler. De toute façon, lui il dort bien, il mange bien, il est pas là pour faire dans la sensiblerie, il est là pour donner les faits. Sauf que ces faits, ils ressemblent quand même vachement à la propagande israélienne. Vous connaissez ça par cœur maintenant. Parce qu'il y a eu le 7 octobre, Israël peut tout faire. Pour sa sécurité, il faut qu'Israël transforme tout le Moyen-Orient, qu'il détruise tout Gaza, qu'il bombarde le Liban, le Yémen et qu'il agresse l'Iran. Il a le droit, parce qu'il y a eu le 7 octobre. Pour une bonne propagande, il faut de bons slogans, si possible un truc ramassé, un truc court qui reste bien dans la tête, un truc efficace. Et c'est efficace parce qu'on le répète beaucoup. Alors le slogan, je vais vous en donner un là. Il a été élaboré en Israël, mais vous le connaissez par cœur, vous l'avez entendu 1000 fois sur tous les plateaux télé. Israël a le droit de se défendre, vous l'aviez chez vous, j'en suis sûr. On l'entend de nouveau ces jours-ci. À propos de ce slogan, de ce mantra, voici ce qu'écrivait Ali Rebas dans Orient 21 il y a 1 an.
Un discours civilisateur, éradicateur, blindé dans son innocence démocratique, s'est déployé pour justifier la destruction de Gaza. Il repose principalement sur ce droit de se défendre que l'Occident mobilise à chacune de ses menées génocidaires. La violence illimitée se donne comme contre-violence. Ce schéma définit une disposition et une certaine logique qui parviennent à enrôler ou envoûter, à désarmer et paralyser même une partie de ceux qui en percevaient le mensonge et prétendaient y résister. Être aux côtés d'Israël parce que ce régime est un régime criminel. Le droit de se défendre, c'est le droit aussi de bombarder l'Iran. C'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies. C'est l'autodéfense, le droit de se défendre, la défense préventive. Quand un pays veut votre mort, vous avez le droit de le frapper. Fallait oser quand même. Invoquer le droit international pour défendre un État qui le bafoue en permanence et dont le dirigeant fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Mais bon, on est sur CNews, donc allons-y. Là encore, retournement. L'Iran est agressé et Israël est l'agresseur. De quoi cette déclaration est-elle le nom ? Alors dites-vous, là, Sonia Mabrouk, elle est choquée par une déclaration d'Alma Dufour que moi je qualifierais simplement de purement descriptive. Mais bon, sur CNews, c'est comme ORN, soutien inconditionnel à Israël. Ouais, on va mettre LCI. Normalement, c'est leur spécialité, l'international, à LCI. Sauf qu'ils ont Caroline Forrest, quoi. Et dans votre édito, vous écrivez explicitement « Dans cette guerre, comme l'Ukraine, Israël se charge pour nous tous de contenir l'un des prédateurs les plus toxiques de cette planète. » Mais on n'avait pas promis qu'on parlerait plus de Caroline Forrest avant l'année prochaine ? Si, mais elle est tellement impliquée, là, dans cette guerre de civilisation contre l'axe du mal, que c'était impossible de pas la mettre, là, il y avait trop de trucs. D'autant plus qu'elle formule les choses assez clairement. Il y a deux camps, voilà. Il n'y a pas de droit international, il n'y a pas de droit humanitaire, il y a deux camps, et elle a choisi le sien. Ça n'est pas le régime islamique qui a directement attaqué en premier, mais c'est le régime islamique qui a attaqué en premier indirectement. Et Israël répond à cette attaque indirecte qui dure depuis avant le 7 octobre, mais qui s'est manifestée violemment le 7 octobre, en s'attaquant un après l'autre à ses ennemis. Bon, c'est News LCI, ok. Allez, qu'est-ce qui s'est dit à C'est dans l'air, le service public ? On va écouter Pierre de Jong, c'est un ancien colonel, mais qui est présenté comme un spécialiste de la géopolitique. Écoutez ce qu'il dit, c'est assez étonnant. Donc voilà, on va s'organiser et donc ils ont traité le problème de Gaza, qui était le problème le plus urgent. On voit qu'ils ont traité ensuite, la question du Hezbollah. Et puis voilà, il y a un processus. Et en finale... Il y a une stratégie d'Israël. Voilà, il y a la cible ultime qui est effectivement, tant qu'on n'a pas réglé le problème et du nucléaire et de l'Iran, alors ils vont le traiter. L'autre presse qui nous fait une to-do list, tu sais. Comme si tous ces peuples, c'était des problèmes que l'armée israélienne devait régler. Et oui, mais on comprend mieux pourquoi Israël a tous les droits si on considère que il règle presque nos problèmes à nous, il se salit les mains pour nous. Israël fait le sale boulot que nous, on n'ose pas faire. Israël fait le sale boulot. C'est le chancelier allemand Friedrich Merz qui a déclaré ça en marge du G7. Et ça aussi, figurez-vous, c'est un slogan israélien. Un slogan destiné à être martelé en Europe pour tempérer les critiques en provenance des démocraties libérales. Encore une fois, Israël ne mène pas cette guerre de gaieté de cœur. Elle ne mène pas cette guerre de gaieté de cœur. Elle est en train de faire le sale boulot pour toutes les démocraties occidentales qui n'ont pas pu précédemment mener cette guerre contre l'Iran. Israël n'est pas un ennemi du droit international. C'est avant tout notre allié à nous, les démocraties. Et si tout ce qu'il fait, c'est pour la démocratie, alors c'est bon. Alors il y a des victimes iraniennes, oui, mais bon, c'est ça aussi se salir les mains. Vous savez, la guerre, c'est pas joli. Eh non, il y a toujours des victimes, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et puis il y a des victimes israéliennes aussi, faudrait pas les oublier. Elles sont peut-être moins nombreuses, mais dans les médias français, on les voit beaucoup plus. Les seules victimes qui comptent sont les victimes israéliennes. Dans les JT, ce sont bien souvent les seules victimes de la guerre pour qui on a peur, pour qui on s'inquiète, à qui on donne la parole. D'ailleurs, c'est plus facile que d'aller interroger les habitants de Téhéran. À Tel Aviv, au moins, on parle anglais, on parle français même parfois. Evan, dans sa vieille résidence, ne dispose pas d'abri en cas de bombardement. On ouvre la porte, alors c'est absolument pas recommandé, mais c'est vraiment dans le pire des cas, on a cette espèce de débarras cave comme ça où on a mis des chaises. Ces abris, on les avait déjà beaucoup vus dans les médias français. Israël en manque, apprend-on dans Le Monde, particulièrement dans les territoires qui comptent le plus d'Arabes. Tiens. Il faudra aller sur le site de RFI ou lire l'Humanité pour apprendre que ces Arabes d'Israël se voient même parfois refuser l'accès aux abris. Ce n'est pas pour vous. En Israël, le racisme prive les Palestiniens d'accès aux abris antimissiles. Un aspect de la guerre qui ne sera pas discuté en plateau sur les chaînes françaises. En France, Israël est une grande démocratie, pas un état d'apartheid. N'oubliez pas que l'ennemi, là, c'est l'Iran. Concentrez-vous un peu. Quotidien s'est rendu dans une manifestation contre la guerre. Une manifestation que le journaliste envoyé sur place ne semblait pas complètement cautionner. Et là encore, vous allez voir, le mécanisme est le même, vous commencez à le connaître un petit peu. Avant de pouvoir exprimer leur solidarité avec le peuple iranien, on va exiger des manifestants d'abord qu'ils condamnent le régime iranien. Et dans la manif, ils ont retrouvé Rima Hassan et elle n'a pas échappé à ce traitement.
L'Iran, c'est une puissance déstabilisatrice dans la région. Israël en est une aussi. L'Iran. Israël en est une. Et l'Iran. Qui attaque aujourd'hui tous les pays de la région? C'est l'Iran qui déstabilise la région par des... Quel pays a attaqué? La Syrie, le Liban, la Palestine. Rima Hassan, c'est quand même assez rare qu'on lui tende un micro si c'est pas pour l'engueuler. Mais on y reviendra plus tard, vous en faites pas. Et oui. Et par contre, à l'occasion de cette offensive contre l'Iran, on a beaucoup revu Olivier Rafovitch, le porte-parole de l'armée israélienne, qui lui peut parler tranquillement et reçu tous les jours. En quelque sorte, tout est rentré dans l'ordre. On l'a déjà dit depuis 2 jours, on le répète, et on peut aussi le répéter par vos ondes. Nous demandons aux populations civiles de ne pas être présentes dans les endroits où il y a des ministères du renseignement, des centres des gardiens de la Révolution, des bases militaires et évidemment des installations reliées au nucléaire. Les gens le savent, ils sont tout à fait au courant de ce qui se passe dans leur région. Oui, voilà, il l'a déjà assez dit et répété, donc maintenant, si vous vous faites tuer, c'est qu'à un moment, fallait écouter BFM, hein? Oui, enfin peut-être qu'ils savent pas forcément s'il y a des bâtiments secrets du gouvernement à côté de chez eux. Si, ils savent. D'ailleurs, à l'occasion des bombardements d'Israël sur l'Iran, il y a un grand classique de la propagande de guerre qui a fait son retour, c'est l'éloge de la précision des frappes du camp de l'Occident. Par exemple, la France a pas trop aimé que l'armée israélienne frappe la prison iranienne dans laquelle sont détenus 2 Français, Cécile Collère et Jacques Paris. Là-dessus, Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël, a dû s'expliquer sur France Inter. Pourquoi avoir frappé autant de cibles non militaires, infrastructures énergétiques, siège de la télévision d'État, prison d'Evin, ce que la France a jugé inacceptable, c'est une prison... Alors, parlons de la prison d'Evin. Vous savez, si nous sommes capables de faire entrer un missile de 1500 km dans une fenêtre d'un scientiste ou d'un dirigeant militaire iranien, nous sommes capables de toucher une porte de prison sans que les prisonniers ne soient touchés ou soient en danger. Mais alors, si les tirs sont si précis que ça, quand faut viser des trucs en particulier en Iran, là, comment ça se fait qu'ils aient l'air beaucoup plus brouillons quand ils explosent tout dans la bande de Gaza en tuant des milliers de civils, des femmes, des enfants? Eh ben, figurez-vous qu'Apolline de Malherbe commence à se poser des questions. La précision à la fois du renseignement mais aussi des frappes sur le territoire iranien et l'incapacité d'Israël à être aussi précis à Gaza et donc à faire tant de morts. Le 19 juin, Apolline de Malherbe a reçu l'ambassadeur israélien en France et elle a timidement évoqué le sort des civils iraniens. Vous êtes en train de nous dire, monsieur l'ambassadeur, qu'il y a eu certaines attaques auxquelles vous avez renoncé parce que vous vous êtes dit qu'il pourrait y avoir des civils touchés. Tout à fait. Vous avez parfois retenu le gouvernement israélien, l'armée israélienne. C'est l'armée. S'est dit... Et vous savez, dans chaque pause, on arrête. Dans chaque groupe... Mais là, Apolline, c'est le moment, on va au bout de ta logique. C'est le moment de lui demander pourquoi ils se retiennent jamais quand c'est des Palestiniens en face. Elle n'ira pas si loin finalement. Durant toute l'interview, l'ambassadeur a pu déployer la communication officielle d'Israël sans que la journaliste en face ne lui rappelle des faits, des chiffres, des violations de droits. Quand est-ce que ça s'arrêtera côté Gaza? Dès qu'ils libéreront nos otages. Le seul objectif, c'est la libération des otages. Si les otages sont libérés... La guerre est terminée. La guerre est terminée. La guerre est terminée. Pas un mot sur le génocide, pas un mot sur les colonisations, pas un mot sur la famine, bref, pas un mot sur les Gazaouis, à peine un petit... ça suffit là, un petit peu là quand même, quand est-ce que ça s'arrête? Non, parce qu'on a arrêté le soutien inconditionnel, hein. Attention, hein. Si vous continuez, moi je vais finir par voter Dominique de Villepin en 2027, hein. Attention à vous. C'est à se demander ce qu'il faut faire pour que malgré tout ce qui se passe un peu partout, on continue à parler du sort des populations gazaouis dans les médias français. Et c'est là qu'on va vous parler un peu de la fameuse flottille. Le Madeleine, vous savez, ce bateau affrété pour apporter de l'aide humanitaire, pour briser le blocus sur Gaza. Pour rappel, dans l'équipage, il y avait 12 personnes, dont l'eurodéputée Rima Hassan, l'activiste Greta Thunberg, et il y avait le journaliste Yanis Mamdi, notre collègue de Blast. Et là, on va commencer par vous donner un peu de contexte. Depuis 2007, avec la complicité de l'Égypte qui ne laisse pas passer grand-chose par la frontière sud, Israël soumet Gaza à un blocus qui a isolé, appauvri et affamé les Gazaouis. Et pour briser le blocus, il y a un mouvement de diverses associations de solidarité avec la Palestine qui a déjà affrété plusieurs flottilles. La flottille de la Liberté a quitté la Crète ce vendredi direction la bande de Gaza. Quelques 70 militants pro-palestiniens issus d'une vingtaine de pays participent à cette opération qui vise à briser le blocus imposé depuis 9 ans par Israël au petit territoire palestinien. Là, c'était la tentative de 2015. Quelques bateaux ont parfois réussi à atteindre la bande de Gaza, c'est arrivé, et d'autres fois, les bateaux ont été refoulés par l'armée israélienne. Par contre, à chaque fois, la presse du monde entier en a parlé, et c'était aussi ça, le but de ces opérations. Des opérations dangereuses car il est déjà arrivé qu'Israël ouvre le feu sur ce genre de convoi. En 2010, l'armée israélienne a pris d'assaut certains bateaux et a tué 9 personnes. Et pourtant, il y a eu d'autres flottilles par la suite.
On vous dit ça pour que vous preniez la juste mesure du courage qu'il a fallu à Greta Thunberg, à Rima Hassan, à tout l'équipage en fait, parce que c'est pas le genre de truc qu'on fait juste pour faire des likes. Pourtant, écoutez comment on a parlé de cette opération dans les médias français. La croisière s'amuse. La croisière s'amuse, exactement. Alors on est plutôt entre une colo UCPA et la croisière s'amuse. Et cette mise en scène narcissique, cette croisière médiatique où la cause humanitaire sert de décor aux égos d'influenceurs Instagram ne changera rien au sort des Palestiniens. Bon, c'était des séquences Instagram avec des influenceuses très maquillées, très joyeuses qui vous expliquent apporter pour 30 jours de couches pour quelques familles palestiniennes. Enfin, ce navire, on dirait un peu le vaisseau emblème de l'islamo-gauchisme. Le point commun entre tous ces gens est simple, c'est la haine de l'Occident. Voilà, le spectacle est terminé, je pense que c'est la bonne définition. Alors on a tout entendu, que le bateau serait financé par le Hamas, que les femmes qui étaient à bord ne feraient ça que pour la fame, qu'ils n'attendaient qu'une chose, c'était de se faire arrêter, et puis qu'il n'y avait même pas d'aide humanitaire sur le bateau, enfin bref, tout et n'importe quoi. Alors oui, cette opération était là pour faire parler, c'est vrai, pour faire parler de Gaza. Et à vrai dire, dans les médias du monde entier, et même en France un petit peu, ça a plutôt marché, ça a relancé l'intérêt pour ce qui se passait dans ce territoire martyr. Mais sur les plateaux, on a surtout beaucoup parlé de Greta Thunberg et Rima Hassan. Surtout de Rima Hassan d'ailleurs. Rima Hassan, on lui tend pas souvent le micro, mais par contre, qu'est-ce qu'on parle d'elle? Et souvent, en fait, c'est juste méchant. Face à la détresse des Gazaouis, il fallait oser faire semblant de leur apporter ses restes de quinoa, un paquet de farine et 3 serviettes hygiéniques pour le plaisir de mettre en scène son arrestation programmée. Bon, c'est Sophia Aram, c'est de l'humour, il paraît, mais c'est de l'humour qui s'acharne quand même pas mal. La même Sophia Aram a publié aussi un billet écrit dans Le Parisien. Là, elle y va sur Greta Thunberg, qu'elle appelle Miss Chris Prols. C'était tellement gênant que la Société des journalistes du Parisien a produit un communiqué, on vous le cite. Nos lecteurs, dont nous répétons aujourd'hui qu'ils ont été insuffisamment informés dans nos colonnes du drame qui se joue à Gaza, sont en droit d'attendre autre chose d'un journal d'information de qualité, lequel écrit en titre, au lendemain de la chronique de Sophia Aram, que « le Proche-Orient demande de la nuance ». Quelle ironie. Et puisqu'on parle de nuance, elle en dit quoi, Caroline Fourest? Ah non. Elle en dit quoi dans sa chronique sur LCI? Fourest en liberté, hein? Parce qu'on vous rappelle qu'elle est toujours en liberté, Caroline Fourest. Elle court toujours. Je suis persuadée que dans l'esprit de beaucoup de gens qui ont suivi ces images, ils sont persuadés qu'il y a encore aujourd'hui, alors qu'il est, un blocus humanitaire qui empêche l'aide humanitaire et notamment l'aide alimentaire d'arriver à Gaza. Bah en fait, oui. Oui, à un moment, l'armée israélienne avait tout bloqué, absolument tout, à tel point que la communauté internationale avait été obligée de réagir, quand même un peu. Au bout de quelques jours, Israël a été obligé de laisser passer quelques camions quand même. Ouais, bah c'est pas du tout comme ça qu'elle le raconte, Caroline Fourest. Israël n'a pas mis fin à l'aide humanitaire définitivement à Gaza, elle a fait une pause pour réorganiser cette aide de façon à ce que l'aide arrive aux populations gazaouis et pas directement au Hamas et à ses tunnels. Eh oui, mais c'était pour tout bien réorganiser. Israël a tout bloqué, mais c'était pour leur bien. D'ailleurs, pareil, hein, aujourd'hui, quand ils tirent sur la foule qui attend l'aide humanitaire, bon, c'est des morts tous les jours, mais c'est pareil, ça doit être pour leur bien, j'imagine. Là-dessus, je serais curieuse d'avoir la version de Caroline Fourest. Oh, tu penses bien qu'elle va trouver une explication, en toute liberté, t'inquiète pas. Évidemment, pour en revenir à la flottille, on n'attendait pas autre chose de la part de ces commentateurs malveillants. Ils étaient dans leur rôle et finalement, ils n'ont pas empêché les autres journalistes d'un peu partout de parler quand même du blocus à Gaza. Parce que d'habitude, les manifestations de solidarité pro-Palestine, quand il n'y a pas Rima Hassan pour se défouler, les grands médias n'en parlent juste pas. C'est plus simple. La caravane pour Gaza, par exemple, n'a pas été beaucoup couverte. Pourtant, il y avait des Français dedans. La marche mondiale pour Gaza est une initiative internationale coordonnée de 3 jours qui vise à faire pression pour obtenir un cessez-le-feu et pour que l'aide humanitaire entre dans l'enclave palestinienne. Les participants doivent partir d'El Arish dans la péninsule du Sinaï où ils devraient en principe entamer une marche d'environ 50 km jusqu'à Rafah. Mais Israël a plusieurs fois demandé à l'Égypte de stopper les militants. Des centaines de personnes de la société civile venues de tous les continents, mais à l'arrivée, des dizaines d'entre elles ont été retenues au Caire ou violemment refoulées par les autorités égyptiennes. Parmi les Français présents, des militants, des élus, des avocats, des médecins. Donc on en parle un peu sur Euronews ou TV5 Monde, mais ça n'a pas déchaîné les passions qu'a pu déchaîner le Medellin. Donc en ça, la présence de Rima Hassan a aidé, on peut le dire. Une fois rentrée en France, elle a donné une longue interview à Radio Nova. Une interview dans laquelle elle explique être toujours surprise de voir ce qu'elle déclenche en France et que même là, elle ne s'attendait pas à ce que sa présence attire tant l'attention des commentateurs. Enfin voilà, c'est pas quelque chose, si vous voulez, qu'on a téléguidé, on a répondu à beaucoup de sollicitations et il était de notre responsabilité d'informer sur ce qu'était la coalition, l'objectif, de mobiliser au maximum bon, je crois l'opinion. que le message est passé. Voilà, pas donc mal.
on s'attarde pas trop sur les critiques et on fait plus de place, si vous voulez, à la mobilisation et à l'amour qu'on reçoit. Une fois la députée européenne rentrée en France, tout le monde est passé un peu à autre chose. Fourest, Wössner et les autres se sont calmés. Ils parlaient pas plus de Gaza, je vous rassure. D'autant plus que là, il se passait des trucs. Israël avait attaqué l'Iran. Sauf que notre collègue Yanis, lui, était toujours détenu. Il n'était pas dans le vol de Rima Hassan. Il devait rentrer, mais vu que l'Iran a répliqué, l'espace aérien a été fermé, les vols ont été annulés et nous, en France, on n'avait plus trop de nouvelles. Israël détenait toujours illégalement un journaliste français, mais bon, dès le début, de toute façon, Yanis, c'était pas un sujet. D'ailleurs, souvent, il était qualifié de militant sur les plateaux et dans la presse. Ouais, pas de bol, Yanis. Pour eux, t'es pas un confrère. Voilà, t'es un militant. Il y a un de vos confrères journalistes, peut-être vous pourriez avoir un mot de solidarité avec lui. Mais j'entends pas la presse dire il y a une personne qui est sur ce bateau pour documenter. Peut-être vous pourriez appeler à sa libération. Monsieur Jeudi, si, ils ont surjoué l'événement. Juste que vous n'êtes pas capable d'avoir un mot de compassion pour un de vos collègues journalistes et je trouve ça extrêmement grave. Je suis étonné que vous n'ayez pas plus réagi parce que dedans, il y a un journaliste quand même qui s'appelle Yanis Mamdi qui faisait son devoir de journaliste très largement. Écoutez, j'ai pas entendu des réactions scandalisées des médias là-dessus sur l'entrave à la liberté d'informer. Très clair. Il y a beaucoup de choses qui sont pas encore très claires. Non mais c'était hyper clair. Il était journaliste, il avait son matos de journaliste, il faisait son travail de journaliste. Il n'y a pas plus clair. C'est que là, j'ai passé une semaine en prison en Israël parce que j'ai juste voulu faire mon métier de journaliste. C'est ça le plus important à retenir, c'est-à-dire que ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire documenter une action humanitaire et pacifique, a été vu comme un crime par Israël. Et pour ça, ils ont estimé que je devais aller en prison. Alors, on vous l'a dit, l'opération a quand même attiré un temps l'attention sur Gaza. Ça se voyait sur les réseaux. Regardez, ça, c'est une simple recherche Google Trends. Gaza. À quel moment les gens en France ont tapé Gaza dans Google ces 12 derniers mois ? On voit un pic le 21 mai. Ce moment-là, c'est la crise des camions humanitaires que Caroline Forest nous a super bien expliqué tout à l'heure, en toute liberté. Là, tout le monde en parle. Même le nouveau pape demande à Israël de laisser rentrer les camions. Et là, c'est le 9 juin. Le Medlin est accosté par l'armée israélienne, grand rassemblement à Paris, et chez eux, les gens, ils ont tapé Gaza pour voir ce qui se passait là-bas, ce qu'ils avaient peut-être pas fait depuis quelques mois. Et là, on vous parle pas de ceux qui ont tapé Rima Hassan, on vous parle juste de ceux qui ont tapé Gaza, voilà, c'est tout bête à vérifier, on peut faire ça en 2 minutes. Bon apparemment sur les plateaux, c'est pas le genre de truc qu'ils s'amusent à vérifier. Pour eux, carrément, cette opération, elle aurait empêché qu'on parle de Gaza, qu'on pense à Gaza. Est-ce que c'est pas gênant, malgré tout, ce soir, qu'on s'alarme du sort de cet équipage, des membres de cet équipage qui, dans quelques heures maximum, sera de retour chez eux, et non pas du sort des Gazaouis? Est-ce que cette opération, finalement, n'a pas eu l'effet inverse de celui escompté en détournant l'attention de la tragédie qui se passe en ce moment à Gaza pour se préoccuper du sort de ces activistes? Ah bah oui, mais c'est sûr que sans la flottille, ils auraient certainement voulu passer toute la soirée là-dessus, c'est clair. Ouais, il y a Yves Tréhard après, tu vas voir, lui-même, il aurait aimé ne parler que de Gaza pendant 3 semaines, même tu le laisses faire, le gars. On voyait, on a pu vous suivre sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous en parlez ce soir avec des selfies, on avait l'impression de voir, et je reprends cette expression de l'ambassadeur d'Israël à Donc Paris, vous reprenez la propagande israélienne. qui parle de la croisière s'amuse, ça ressemblait étrangement à ça. Et moi, je savais pas que la croisière s'amuse, il l'avait même pas trouvé tout seul. C'est nul à chier, mais ça vient même pas d'eux, quoi. Ça aussi, c'est de la repompe de l'ambassadeur israélien. J'hallucine. Et des fois, plutôt que de reprendre les mots de l'ambassadeur d'Israël en France, ils ont repris les mots de l'ambassadeur de France en Israël. C'est mimieux. Rien à voir. Ouais. Attention, on est sur le service public. Ça change un peu. Éric Danon, l'ancien ambassadeur de France en Israël, il disait il y a quelque chose de condescendant vis-à-vis des Palestiniens quand il s'agit de leur dire ce blocus que vous n'êtes pas parvenus à briser depuis des années, nous on arrive avec un voilier et on va le briser. Voilà, ce sont ces mots. Est-ce qu'il n'y a pas une opération de communication? Vous vous rendez compte à quel point c'est choquant les éléments de langage là que vous reprenez c'est pas un élément de langage, de l'ambassadeur. Depuis, tout le monde est rentré en France, Yanis y compris, et plus personne ne parle de Gaza. Voilà, évidemment, l'attaque israélo-américaine sur l'Iran a pris toute la place, et vous l'avez vu, sur les plateaux français, tout le monde s'est réaligné sur le soutien à Israël. Et en même temps, là, Israël nous propose un vrai méchant. Parce que c'est vrai que le régime iranien, c'est pas nos potes, c'est des fanatiques religieux. Ouais. Sauf que ce sont des fanatiques religieux attaqués par d'autres fanatiques religieux. Parce qu'Israël, leur projet, il est aussi religieux. C'est l'extrême droite qui est au pouvoir là-bas. Ça devrait pas être nos potes non plus. Et Trump. Mais Trump, il est pas moins religieux. Le mec est persuadé que c'est Dieu qui l'a sauvé du tireur qu'il avait visé et qu'il a loupé de peu. Maintenant, il se raconte que Dieu l'a sauvé pour qu'il attaque l'Iran. D'ailleurs, il joue de ça, Trump. Plus il va en guerre, plus il invoque Dieu. Il a posté ça il y a pas longtemps sur son réseau social. Il est en mission divine et rien ne pourra arrêter ce qui va venir. On a affaire à des fous furieux, et au lieu de calmer le jeu, en France, et particulièrement dans les médias, on prend parti.
Pourquoi ? Il y a le racisme, bien sûr, l'idée d'une guerre de civilisation qui serait en cours et dans laquelle on serait évidemment du côté d'Israël. Alors nous, en France, on parle pas de Dieu, hein, nous c'est la laïcité, nous c'est la démocratie, nous c'est le camp occidental, on est dedans parce que c'est le camp de la démocratie. Israël est une grande démocratie, les États-Unis aussi, c'était une grande démocratie, hein, même avec l'esclavage, même avec la ségrégation, grande démocratie. Nous aussi, la France, grande démocratie, même quand les femmes votaient pas, même quand on réprimait nos colonies hier en Algérie, aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Tout ça, c'est le camp des démocraties, hein. C'est pas du relativisme ce qu'on vous dit là. C'est juste que si on était vraiment du côté des Lumières, du côté des démocraties, du côté du progrès, on ne pourrait pas soutenir ce que fait Israël comme on le fait là. C'est-à-dire qu'Israël, on la laisse avoir l'arme nucléaire, d'être en dehors des traités internationaux, et on considère qu'elle est attaquée là aujourd'hui. Catherine Tricot est journaliste et éditorialiste, et sur le plateau de France Info, elle a essayé de dénoncer cette hypocrisie qu'on observe en France. Hors de question pour elle de soutenir Israël au nom de valeurs que cet État ne respecte absolument pas. Mais ça n'empêche pas que l'essence même de ce pays est celle d'un pays démocratique, plutôt occidental ou occidentalisé. Mais ça m'est égal, occidental, c'est pas une valeur. Occidental, ce n'est pas une valeur. Quand vous dites que... Ce que vous allez entendre là, c'est ce que vous pourriez entendre si les journalistes faisaient correctement leur boulot, s'ils ne répétaient pas bêtement les éléments de langage des ambassadeurs d'Israël. Et si les plateaux étaient un peu équilibrés aussi, parce que là on voit qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre ça, vous allez voir, c'est terrible pour eux. N'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi Israël qui a été attaqué le 7 octobre. D'accord, on ne peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. Voilà ce que vous pourriez entendre sur les plateaux si le racisme et les partis pris idéologiques du petit monde médiatique français n'avaient pas pris toute la place. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire là sur les plateaux, là, nous ressortir toujours les mêmes trucs là. Israël a le droit de se défendre, c'est la seule démocratie de la région, Israël se salit les mains pour nous, ils font le sale boulot, je sais pas quoi, toute cette propagande guerrière dégueulasse. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train d'essayer de nous habituer à l'horreur, à l'inhumanité. Et d'ailleurs, est-ce que tous ces gens-là n'ont pas déjà succombé ? Est-ce qu'ils ne se sont pas déjà transformés ? Ils sont en train de commettre un génocide, on ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Nous ne sommes pas en train de devenir des rhinocéros. Moi, je ne veux pas devenir un rhinocéros. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient un régime génocidaire et qui est en train d'accepter que Israël fasse régner son ordre guerrier partout. Donc voilà, vous non plus ne succombez pas, gardez votre esprit critique, continuez à vous indigner. Continuez à dénoncer le génocide à Gaza, les rafles de Rotaillot. Mobilisez-vous pour les pauvres, pour les exilés, pour les minorisés, pour toutes celles et ceux qui sont piétinés par ce gouvernement toute l'année. Continuez à lutter et à raconter ces luttes, c'est le seul moyen de montrer aux brutes et aux vrais barbares qu'ils ne gagneront pas la partie. Merci de nous avoir suivis toute cette saison, on se retrouve à la rentrée. En attendant, on continue à soutenir Blast, ne serait-ce que pour faire enrager ces rhinocéros en liberté qui sont décidément bien trop à l'aise.